Bonjour à tous, bonjour Aurélie Bonjour et Hervé. bonjour Vincent. Pour commencer, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette année 2021, en espérant que effectivement toutes ces histoires de virus vont être derrière nous. Bienvenue à notre dernier webinaire ECS intitulé Les Jeudis de l'ECS et organisé par Atlantique Solutions Chaufferie. Je vais commencer par me présenter. Donc, Hervé Sébastia, je suis expert en solutions thermiques collectives et je travaille au sein du marketing produit dans le groupe Atlantique. Nous travaillons en étroite collaboration avec la R&D pour tout ce qui concerne le développement des produits et nous sommes attentifs à toutes les remontées terrain dans le but d'améliorer nos produits et de vous proposer des solutions techniques qui répondent au mieux à vos attentes. Donc maintenant, je vais laisser se présenter Aurélie et Vincent. Bonjour à tous, je suis Aurélie Bernard, je suis en charge de la communication pour Atlantique Solutions Chaufferie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce quatrième et dernier webinaire de notre saga Les Jeudis de l'ECS. Merci d'être encore si nombreux au rendez-vous ce matin pour parler des pompes à chaleur avec Hervé et Vincent que je laisse se présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Vincent Berger et je suis chef de produit pompe à chaleur pour l'ECS Collective. Super, alors on va passer à la présentation. Voilà, alors on va parler ce matin d'ECS et de pompe à chaleur. Oui, tout à fait. Donc, on va aborder 4 thèmes principaux. Donc, dans un premier temps, on va vous parler des principales caractéristiques d'une PAC. D'autre part, on va aborder ensuite les critères de performance d'une pompe à chaleur. Ensuite, les solutions ECS réalisées en 100% thermo. Et pour finir, les solutions ECS réalisées avec du thermo et un appoint gaz. Je repasse la main à Aurélie. Alors, je voulais juste vous faire un petit rappel sur le déroulé de ce webinaire. Donc, on a coupé les micros et les caméras. Vous pouvez poser vos questions dans le chat de la conversation. Et puis, comme les fois précédentes, vous pouvez mettre pause sur la présentation et reprendre là où vous vous êtes arrêté ou reprendre en direct en cliquant sur les petits boutons sur la barre en bas de l'écran. Alors, pour commencer, Hervé, est-ce que tu peux nous parler des généralités des pompes à chaleur ECS ? Oui, pour commencer, au niveau généralité, on va vous parler du principe de fonctionnement d'une pompe à chaleur. On distingue 2 types de pompes à chaleur dans notre offre pour faire de l'eau chaude sanitaire. Les packs split RO, qui sont composés de 4 éléments principaux, comme vous le voyez sur votre écran. Donc, on a un côté froid qui est situé vers la basse pression du côté évaporateur et qui, lui, prend ses calories au niveau de l'air extérieur. Et de l'autre côté, nous avons le côté chaud, le côté condenseur, haute pression, qui va nous permettre de réchauffer l'eau sanitaire. Donc, la particularité d'une PAC split, c'est qu'elle est composée en 2 unités. Une unité extérieure où se situe l'évaporateur, le détendeur et le compresseur, et une unité intérieure qui se situe dans le local technique où se situe le condenseur. Donc il y a une liaison obligatoirement entre ces 2 unités, une liaison frigorifique. Donc en fait, les avantages de ce système, c'est qu'il n'y a pas de risque de gel puisqu'il n'y a pas de liaison hydraulique soumise aux conditions extérieures. Par contre, on a parfois une distance limitée entre l'unité intérieure et l'unité extérieure. L'autre type de PAC, c'est la PAC monobloc, à la différence même que cette PAC, tous les éléments sont intégrés au sein du même habitacle. Donc le condenseur se retrouve aussi à l'extérieur. Donc pour se raccorder au ballon d'eau chaude, dans ce cas de figure, il y a une liaison hydraulique entre le condenseur et le ballon d'eau chaude. Donc cette liaison hydraulique est soumise aux conditions climatiques extérieures. Donc là, effectivement, il peut avoir un risque de gel.
si la PAC ne fonctionne pas pendant une longue période. Donc là, il faudra être vigilant et éventuellement purger cette canalisation si c'est le cas. Par contre, le gros avantage, c'est qu'ici, il n'y a pas de distance minimum entre le local chaufferie et la PAC, puisque nous sommes face à une liaison hydraulique. Qui dit liaison hydraulique dit un circulateur avec une hauteur manométrique, et selon sa hauteur manométrique, il suffira d'adapter le diamètre de tuyauterie pour ne pas avoir trop de perte de charge et mettre la distance appropriée entre le local technique et la PAC. Alors, on entend souvent parler de COP. Est-ce qu'il existe différents COP en thermodynamique? Alors oui, effectivement, Aurélie, il existe différents COP. Ce qui est important, c'est de ne pas confondre le COP machine et le COP exploitation. Le COP machine, c'est le COP qu'on va retrouver sur les documentations des fabricants. C'est une valeur qui est certifiée et qui permet de comparer toutes les machines sur une même base. Alors ce COP machine, il ne tient pas compte de l'environnement extérieur. En fait, il va se limiter uniquement aux bornes du système thermodynamique. Alors pour calculer ce COP machine, en fait, on fait un rapport. Ça va être le rapport entre, au numérateur, la puissance calorifique au niveau du condenseur et au dénominateur, la puissance électrique absorbée par la PAC. Alors, autre COP, donc comme je le disais précédemment, c'est le COP exploitation. Alors lui, en fait, il va englober l'intégralité des consommations énergétiques depuis la production jusqu'au point de puisage. Le COP exploitation, il va refléter l'efficacité annuelle du système. Et il se calcule en fait par un rapport de différentes énergies. Ça va être l'énergie fournie sur l'énergie facturée. Ce qui est important en fait de retenir, c'est que le COP machine est toujours supérieur au COP exploitation. Le COP exploitation, lui, il va être en rapport avec la facture énergétique, tandis que le COP machine, c'est un moyen en fait de comparer différentes PAC. Donc, ce qu'on a dit, c'est que le COP certifié, en fait, correspond au COP machine. Pour une même installation, on a un COP machine, mais on a également un COP exploitation, et c'est ce COP exploitation qui va être le plus important aux yeux des clients, car en fait, il va venir traduire les économies que le client retrouve sur sa facture énergétique. Alors, attention toutefois, car un COP machine supérieur n'implique pas nécessairement d'avoir un COP exploitation plus important. En effet, tout va dépendre des choix techniques qui vont être faits au niveau de la production et de la distribution. Alors principalement, les facteurs de choix, ils vont être de deux types. Ça va être l'échangeur qu'on va souhaiter associer au ballon ECS. Ça peut être un échangeur interne ou un échangeur externe. On va voir ça plus loin. Ou alors, ça peut être également au niveau du réchauffage de la boucle. Soit on va avoir un réchauffeur de boucle électrique autonome, soit on va choisir plutôt de réchauffer le bouclage par la PAC. Ok, Hervé, est-ce que tu peux maintenant nous parler de la différence entre la part ENR et la part des besoins ECS? Oui, tout à fait. Donc ici, on va se baser sur un exemple. On a pris des besoins d'eau chaude sanitaire de l'ordre de 100 kWh et la part des besoins ECS est de 100%, c'est-à-dire qu'ils sont entièrement réalisés par la PAC. Donc la part ENR correspond à quoi? C'est l'énergie récupérée par l'évaporateur qui est soumis aux conditions extérieures. Donc c'est de l'énergie gratuite, ici équivalent à 70 kWh sur notre exemple. Alors que la part des besoins ECS, c'est l'énergie que transmet le condenseur à l'eau pour la réchauffer. Et là, c'est de l'ordre de 100 kWh sur notre exemple. Et il y a une relation entre ces deux énergies, puisque la part des besoins ECS de 100 kWh correspond d'une part à la part des besoins ENR de 70 kWh, plus de l'énergie absorbée électrique par la PAC de 30 kW, ce qui nous donne et nous permet de retrouver nos 100 kWh. L'économie sur la facture énergétique, comment elle se calcule? Eh bien, tout simplement en divisant la part ENR,
divisé par la part des besoins SCS. Donc 70 divisé par 100 nous donne ici une économie sur la facture énergétique de 70%. Donc c'est relativement conséquent et très intéressant pour le client final. Maintenant, on va faire une différence lorsqu'on vient associer un appoint à cette PAC. Donc pour les mêmes besoins ECS de 100 kWh, nous avons ici une plus petite PAC, puisqu'elle va fournir seulement la part des besoins ECS 60 kWh. Puisqu'on va avoir un appoint associé en série qui, lui, va délivrer 40 kWh. Donc ici, l'économie sur la facture énergétique sera moins importante, évidemment, puisqu'on est face à une plus petite PAC. Et elle se calcule de la façon suivante, c'est la part ENR de 40 kWh, récupérée gratuitement par l'évaporateur soumis aux conditions extérieures, divisé par la somme de la part des besoins ECS de la PAC de 60 kWh, plus celle de l'appoint de 40, donc 40 divisé par 100, on est bien ici à un niveau de 40% d'économie d'énergie. Alors, il existe dans notre gamme des packs à faible et à fort delta T, HydraPack et HydraGreen. Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Oui, alors effectivement, il existe deux grandes familles de packs. Alors pour les décrire, je te propose de partir de la formule de la puissance PAC. Donc la puissance d'une PAC, c'est en fait le produit du débit avec le delta T. Donc la première famille de packs, ça va être des packs qu'on dit à faible delta T. Donc si on a un faible delta T, on va avoir un débit relativement important. La particularité de ce type de pack, c'est de réchauffer en fait l'eau, l'ECS, de 5 à 10 degrés en une passe. C'est-à-dire que pour pouvoir en fait atteindre la consigne en ECS, il va falloir réaliser plusieurs passes. Alors, le deuxième grand type de pack, c'est les packs qu'on dit à fort delta T. Alors, si on a un fort delta T, on va avoir un débit relativement faible. En contrepartie, la particularité de ces packs à fort delta T, ça va être d'élever la température d'eau froide jusqu'à la consigne ECS en une seule passe. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer de 10 degrés directement à 60 degrés. On a un delta T de 50 degrés. Et ce type de pack, en fait, fort delta T, se rapproche donc des chaudières gaz. Alors, les packs faible delta T ne sont ni moins efficaces, ni moins rapides que les packs à fort delta T pour atteindre la consigne. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que si le stockage est identique et si les puissances sont identiques, alors le temps de chauffage est à peu près identique également. Alors, comme on vient de le voir, les packs à faible delta T nécessitent plusieurs passes pour atteindre la consigne ECS. Donc, pour pouvoir en fait réaliser le chauffage et sans forcément abîmer la stratification qu'on a et donc la réserve d'eau chaude, on va envoyer le retour depuis l'échangeur vers une position intermédiaire. Donc l'intérêt de faire ça, c'est que ça ne casse pas la réserve d'eau chaude qu'on a en haut de ballon. Alors ce n'est pas le cas pour les packs à fort delta T, où on va avoir justement le retour depuis la PAC qui va aller directement en haut de ballon, parce qu'on va débiter directement à 60 degrés. Qui correspond finalement à la consigne. Exactement. Alors, maintenant, en fait, d'où vient cette différence entre les packs à fort et faible delta T? Eh bien, en fait, ça vient du type de fluide frigorigène utilisé. Les packs à faible delta T utilisent des fluides traditionnels, comme par exemple le R410, le R32 et même le propane. C'est des machines qui permettent d'atteindre des COP, alors des COP machines, d'environ 2,5 pour produire une eau à 60 degrés. La température maximale de ce type de pack est en général de 70 degrés. Alors dans notre gamme, on a des packs à faible delta T et c'est les HydraPack 2, HydraMax 2. Alors, à contrario, donc pour les packs à fort delta T,
le seul fluide frigorigène existant à ce jour pour concevoir des packs à fort delta T, c'est le CO2. Alors le COP machine de ce type de pack, il est plus élevé, il est de l'ordre de 3,5 pour produire une eau à 60 degrés. Alors, comme vous le voyez, hein, ce type de pack à fort delta T est particulièrement adapté à l'ECS parce qu'en fait, elle va produire de l'eau entre 60 et 90 degrés. La pack à fort delta T ne va jamais produire de l'eau en dessous de 60 degrés. Donc en fait, elle est vraiment adaptée hein, pour faire de l'ECS. Et dans notre gamme, ça correspond à la pack Hydra Green. D'accord, mais comment dimensionnez-vous les packs ECS? J'ai entendu parler d'un guide caustique 2019. Peut-on l'utiliser? Oui, effectivement, il existe le guide caustique 2019, mais attention, il tient compte d'un type de fonctionnement seulement accumulé, hein, c'est-à-dire nous ce qu'on appelle le mode plage horaire, c'est-à-dire qu'il va fonctionner, il considère que la PAC fonctionne seulement pendant la nuit, hein, pour chauffer l'eau froide jusqu'à sa consigne. Et d'autre part, il ne va pas tenir compte du bouclage ECS. Et ça, c'est un réel inconvénient, puisqu'au niveau de la RT et du neuf, d'un point de vue ECS, on va être pénalisé avec le bouclage, puisque dans ce cas-là, ça ne peut être qu'un réchauffeur de boucle électrique, puisque sans titre 5, il n'y a pas de possibilité de mettre un autre type de réchauffeur. Un réchauffeur de type, par exemple, thermodynamique. C'est pourquoi, en neuf, nous, on utilise le mode permanent, hein, pour pouvoir réchauffer tout au long de la journée la boucle et ainsi produire l'eau chaude sanitaire souhaitée. Ça va nous permettre d'abasser énormément le CEP-ECS. Donc finalement, ce guide caustique, n'étant pas adapté au mode permanent le plus approprié au neuf, eh bien nous, on a décidé de conserver notre propre méthode de dimensionnement. Pardon. D'accord, merci beaucoup. Alors, je vous propose de parler maintenant des critères de performance d'une pompe à chaleur. Vincent, on t'écoute. Ok. Alors, moi, je vous propose de décrypter ensemble les performances d'une PAC Hydra Green qui va produire de l'ECS à 60 degrés. Alors, ici, déjà, là, je vous présente les performances hein, de l'Hydra Green. Donc, ce qu'on peut voir sur ce schéma, d'abord, c'est la puissance transmise à l'ECS. C'est ici la courbe en gras, en haut. Ensuite, vous avez les courbes de COP, ici. Et vous avez également l'information des puissances absorbées électriques par la PAC. C'est les courbes ici en bas. Et toutes ces données, elles sont fournies, là, vous voyez, en fonction de la température de l'air extérieur, qui est en abscisse. Donc, le premier critère, en fait, qui va avoir une influence sur les performances d'une pompe à chaleur, ça va être la température d'entrée d'eau, qui va influencer le COP. Alors, ce que vous pouvez constater là, c'est que quand on augmente la température d'entrée d'eau, ici de 30 degrés, pardon, quand on diminue la température d'entrée d'eau de 30 degrés jusqu'à 5 degrés, en fait, on peut améliorer le COP. Vous voyez, on gagne ici de l'ordre au maximum de 2 points de COP. Ce qui n'est pas négligeable, hein, oui, pour une base. Oui, c'est pas du tout négligeable. Donc, ce qu'on peut en déduire, en fait, c'est que plus la température d'entrée d'eau est basse, plus le COP est élevé. Le deuxième critère, ça va être l'influence de la température d'air extérieur sur le COP. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que quand on augmente la température d'air extérieur ici, eh ben, on va avoir le COP qui va avoir tendance à monter également. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a, si on regarde ici toujours les ordonnées au niveau du COP, hein, on passe à peu près de 2 ici à 5,5 au maximum. Donc, ça donne une amplitude de 3,5 points de COP. Alors, ce qu'on peut en déduire de ça, en fait, c'est que plus la température de l'air extérieur augmente, et plus le COP augmente également. Le troisième critère, ça va être l'influence de la température d'air extérieur sur la puissance calorifique. Alors, déjà, ce qu'on peut constater, c'est un point pivot ici, en température d'air extérieur, à moins 7 degrés. Quand on est au-dessus de moins 7 degrés, vous allez avoir ici une puissance calorifique transmise à l'ECS qui va être constante. Ça, c'est dû à la régulation de la PAC.
Et on voit en fait que cette puissance se maintient jusqu'à moins 7 degrés, ce qui est quand même assez exceptionnel. Hein, oui, parce que ça va satisfaire beaucoup de zones climatiques. Hein, exactement. Jusqu'à moins 7 pour faire voilà, conserver une puissance de 30 kW. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir installer cette PAC sur toutes les zones climatiques en France, en fait. Exactement. Alors après, quand on est en deçà de moins 7 degrés, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir une diminution là, des performances jusqu'à atteindre à peu près 22 kW transmis donc à l'ECS quand on est à une température d'air extérieur de moins 25. Donc c'est pas énorme la baisse finalement, hein, de 22 à 30 kW. Oui, oui. Ce qu'il faut voir quand même, c'est que même quand on est à moins 25 degrés d'air extérieur, oui. Bah, la PAC elle peut quand même fournir jusqu'à 22 kW voilà. À l'ECS. Et moins 25, il n'y a pas beaucoup de régions concernées en tout cas, à part les montagnes. Exactement. Voilà, donc ce qu'on peut retenir en fait, c'est qu'en dessous d'un seuil de température extérieure, la puissance calorifique va diminuer. Donc ce seuil, hein, on l'a vu, c'est moins 7 degrés. Maintenant, on va vous parler de l'influence du pincement de l'échangeur sur le COP. Donc on fait face dans un premier temps au fameux échangeur interne. Donc un échangeur interne, sa particularité, il faut bien le noter, c'est qu'il a un pincement très important, de l'ordre de 10 degrés dans notre exemple. Donc pour produire de l'eau à 58 degrés, il va falloir que la PAC travaille à 68 degrés. Et si elle travaille à 68 degrés, évidemment, elle travaille à haute température. Donc, à haute température, bah, son COP va être dégradé. Mais non seulement ça, s'il y a un pincement important, c'est-à-dire que dans le bas du ballon, le retour PAC va aussi être assez important, surtout avec l'amplitude du pincement de 10 degrés, ce qui veut dire que ce type d'échangeur va être adapté essentiellement au PAC qui fonctionne à très haute température. A contrario, avec l'échangeur externe, l'échangeur à plaque, là on peut avoir des pincements très faibles, de l'ordre du degré. Donc sur notre exemple, on a pris un pincement de 2 degrés, c'est-à-dire pour produire cette eau à 58 degrés, mais il suffit de sortir de l'échangeur à 60 degrés, avoir une PAC qui travaille légèrement, une température légèrement plus élevée, donc là, de l'ordre de 62 degrés. Donc là, finalement, c'est tout à fait adapté, aussi bien aux PAC haute température, qu'éventuellement, si on le souhaite, des PAC très haute température. Mais là, étant donné qu'on a un pincement très faible, on travaille avec des niveaux de température PAC plus basses, surtout sur le retour. Hein. Le pincement, on va le retrouver aussi, donc des retours beaucoup plus froids, ce qui veut dire que la PAC va avoir des COP bien supérieurs. Donc, ceci, ça se traduit au niveau performance sur une PAC CO2, par exemple. Si on doit travailler avec un échangeur interne, on devrait travailler à des départs 70 degrés de la PAC au lieu de 60, par exemple, ce qui est équivalent à une perte de COP de 0,5 points. Donc, c'est pour cette raison que nous avons choisi, évidemment, les échangeurs externes face aux PAC, puisque les PAC, ce n'est pas le prix d'une chaudière gaz, évidemment, c'est bien plus cher au kilowatt. Et c'est pour cette raison qu'il faut valoriser au maximum la performance et choisir les bons éléments derrière la PAC pour produire l'eau chaude sanitaire. Maintenant, on va vous parler de l'effet de la relance sur la réserve d'eau chaude et le COP. Alors, vis-à-vis de l'échangeur interne, qu'est-ce qui se passe réellement dans ce ballon? Eh bien, à la relance, on part avec une température très importante dans le serpentin. Ce serpentin est noyé dans le volume du ballon. Eh bien, il va casser la stratification. On va perdre d'une part la réserve d'eau chaude, donc ça c'est très gênant. On va homogénéiser la température du ballon sur toute la hauteur. Donc finalement, on va avoir un gradient de température qui va pratiquement être proche de 0. Ce qui veut dire qu'on va avoir un mélange au niveau du ballon. Donc on perd la réserve d'eau chaude d'une part, mais ce qui est gênant aussi, c'est qu'on va avoir une partie basse du ballon qui va être plus élevée en température du fait du mélange. Et ce qui veut dire que la température de retour à la PAC, eh ben, elle va être d'autant plus élevée, surtout si on vient ajouter ce fort pincement de 10 degrés, comme on l'a dit précédemment. Ce qui veut dire que la PAC va travailler avec des retours très haute température et donc une perte de performance assez importante. Maintenant, si on prend le cas de l'échangeur externe, l'échangeur à plaque, qu'est-ce qui va se passer?
eh bien, là, l'échangeur ne baigne plus dans le volume d'eau chaude du ballon, il est à l'extérieur. Donc là, on ne va pas du tout casser la réserve d'eau chaude, on va pouvoir conserver le miroir dans notre ballon, hein, avec la réserve d'eau chaude. Donc on va avoir en partie basse du ballon une eau plus froide, ce qui va être favorable au retour pack. Surtout qu'ici, je vous le rappelle, on peut avoir des pincements de l'ordre du degré. Donc on va travailler avec des retours pack beaucoup plus froids, et donc, ou beaucoup plus moins élevés en tout cas, et donc avec des performances de pack bien plus importantes. Donc ce qu'il faut retenir, qu'effectivement, c'est que face à un échangeur externe, la réserve d'eau chaude va être conservée, ce qui est quelque part sécurisant vis-à-vis du confort qu'on doit assurer à nos clients. Alors on a vu que l'avantage, évidemment, allait en faveur de l'échangeur externe avec des packs qui travaillent sur de l'eau chaude sanitaire. On a vu que ça donnait une meilleure performance, évidemment. Et ceci, ça se traduit dans l'ART 2012 de quelle façon? Puisqu'on va retrouver aussi cet avantage en faveur des échangeurs externes. Et ça va se traduire par la hauteur relative de l'échangeur de base qu'il va falloir renseigner dans l'ART. Comment se calcule cette hauteur relative de l'échangeur de base dans l'ART? Eh bien, on va venir prendre la hauteur de l'échangeur et la diviser par la hauteur de la cuve ou du ballon. Ce qui va nous donner finalement le pourcentage de la hauteur de l'échangeur par rapport à la hauteur de la cuve. Donc sur un échangeur interne, comment ça va se calculer? Eh bien, entre le point bas de la cuve, j'insiste, et le point haut de l'échangeur. Alors que sur l'échangeur externe, le calcul sera différent, puisqu'on va prendre la hauteur entre les deux piquages sur le ballon où vient se raccorder l'échangeur à plaque, et non pas le point bas de la cuve. Ce qui veut dire que la hauteur relative de l'échangeur de base va être pénalisée un peu plus sur l'échangeur interne, pour faire voir qu'il y a moins de stratification quelque part, que c'est plus pénalisant au niveau performance, puisque la hauteur de l'échangeur va être plus importante en prenant évidemment le bas de cuve plutôt que là où commence la hauteur de l'échangeur. Et ceci, ça va se traduire dans la RT avec une non-pénalisation du CEP-ECS lorsqu'on se situe entre une hauteur relative de 0 à 0,25. Par contre, dès qu'on dépasse ce 25% de hauteur, eh bien là, on peut être pénalisé en montant jusqu'en haut du ballon, jusqu'à 5 points de CEP-ECS, ce qui est assez énorme. Donc soyez vigilants quand vous rentrez dans la RT, la hauteur relative de vos échangeurs. Ce qu'on constate aussi effectivement, c'est que sur un échangeur interne, pour ne pas dépasser les 25%, c'est très difficile parce qu'il faut tout de même mettre en place la puissance nécessaire et la surface d'échange nécessaire dans le ballon. Donc pour passer la puissance de la PAC, souvent on dépasse les 0,25, même avec des échangeurs double serpentin. Alors qu'avec un échangeur externe, étant donné qu'il est à l'extérieur, et qu'on tient compte seulement des deux piquages où il vient se raccorder, quelle que soit la puissance, on n'est pas du tout influencé par la hauteur relative de l'échangeur. Elle peut être réduite de l'ordre de moins de 25%. Et c'est ce qu'on a conçu sur notre nouvelle gamme de ballons qu'on associe à nos Hydrapack 2 mode permanent, où on a toujours une hauteur relative inférieure à 25%, ce qui nous permet d'avoir les CEP les plus favorables. Pour finir sur cette hauteur relative de l'échangeur de base, on va parler des packs à fort delta T, en l'occurrence les packs au CO2, l'Hydra-Green chez nous. Il y a une particularité qu'il faut bien noter. Si on voit le schéma qui est ici, on va se dire que la différence entre les deux piquages est très importante, donc ça risque d'être fortement pénalisé. Mais non, nous avons bien compris effectivement qu'ici on ne vient pas casser la stratification avec une PAC à fort delta T, puisqu'on est à même de réchauffer l'eau froide de 10 à 60 en une seule passe,
Et donc de prendre l'eau froide et l'envoyer à la plus haute température en haut du ballon sans déstratifier le ballon. Donc, le titre 5 générique pour les packs CO2 nous indique que l'on peut indiquer une hauteur relative égale à 0 pour les packs CO2 et seulement pour les packs CO2. Donc le CEP ne sera nullement pénalisé avec la RT en faveur des packs Fort Delta T, packs CO2 Hydra Green. Bien, merci beaucoup. Alors, j'ai entendu dire que vous avez réalisé des simulations RT pour voir les performances de nos solutions ECS en 100% pack et en pack avec appoint gaz. Est-ce que vous pouvez nous présenter les résultats? Alors oui, effectivement, Aurélie, on va commencer par vous présenter nos solutions ECS 100% pack. Donc pour ça, avant tout, on va partir sur des packs qui sont à faible delta T. Et donc on va partir sur un bâtiment de 30 logements. Alors les caractéristiques de ce bâtiment qu'on prend en compte pour l'étude RT, ça va être déjà des logements qui vont aller du T2 au T5, avec une répartition du rez-de-chaussée jusqu'au 4e étage. On va avoir une longueur de boucle également d'environ 140 mètres linéaires. Et des pertes de bouclage qu'on va considérer à 100 watts par logement. Alors, ce qu'on va faire, c'est, par rapport à ce bâtiment, c'est comparer deux types de solutions. Ça va être HydraPack 2 en mode plage horaire et HydraPack 2 en mode permanent. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a positionné ce bâtiment dans la zone H1B, donc la zone la plus froide, pour voir quelles étaient dans les conditions les plus contraignantes les performances de notre solution. Alors, déjà, un mot sur les deux principes de fonctionnement. Alors, le mode de fonctionnement plage horaire, ça correspond à produire les besoins ECS journaliers pendant les périodes de non-soutirage, donc c'est-à-dire la nuit. Alors, c'est un mode de dimensionnement qui est par accumulation. Et en fait, le bouclage, il est maintenu en température en continu par un réchauffeur de boucle électrique autonome. C'est ce qu'on a ici entouré en rouge. Alors, à contrario, le principe du mode de fonctionnement permanent, alors là, on va non seulement produire pour satisfaire les besoins ECS, mais on va également s'occuper du réchauffage de la boucle. Donc, comme on peut le voir ici, le retour de bouclage va directement dans le ballon ECS. C'est bien les packs qui s'occupent du réchauffage de la boucle. Donc là, on va être sur un dimensionnement en semi-accumulé. Alors, voilà, là, je vous ai expliqué les principes. Maintenant, si on regarde dans le détail, quels sont les dimensionnements dans ce cas précis. Alors, pour le mode plage horaire, on arrive sur deux packs 14B25 avec un stockage de 4000 litres qui correspond aux besoins journaliers en ECS et donc un réchauffeur de boucle électrique. Donc après au niveau du chiffrage en mode permanent, on va être sur 3 packs 11B25 et un stockage de 2500 litres. Alors ce qu'il faut bien voir, c'est que ce stockage en fait il va correspondre aux besoins ECS, donc avec des packs qui vont produire tout au long de la journée, mais également au réchauffage de la boucle. Donc on n'est plus sur un fonctionnement, un dimensionnement semi-accumulé ici. Exactement. Alors que précédemment, on stocke... C'était de l'accumulé. Voilà, ouais. C'est de l'accumulé total. Exactement. Alors, voilà les résultats qu'on obtient. Donc, je précise bien, c'est en zone H1B. Alors, au niveau des CEP-ECS, pour le mode plage horaire, on arrive sur 26,1. Tandis que sur le mode permanent, on arrive sur 16,4. Donc, ce qui donne quand même un écart de l'ordre de 10 points de CEP-ECS. C'est quand même énorme. Oui, là, c'est très important. Très important, oui. Alors, d'où vient cet écart? Eh bien, principalement, il est dû au réchauffeur de boucle électrique qui pénalise énormément le CEP-ECS, dans le cas du mode de fonctionnement plage horaire. Alors, pour vous donner quand même un repère, parce que là, on n'a fait qu'une comparaison entre deux solutions PAC. Si on avait fait un bâtiment en 100% gaz, on arrivait sur un CEP-ECS de 22,6. Alors ce 22,6, on peut constater que c'est quand même mieux que la solution PAC avec
le mode de fonctionnement plage horaire. Et là, c'est toujours dû au problème du réchauffeur de boucle électrique qui pénalise fortement cette solution plage horaire. Et là, on le voit vraiment. Hein. Bah oui, on voit qu'il y a quand même à peu près 3,5 points d'écart. Oui. Tandis que cette solution 100% gaz, elle est moins performante que notre Hydrapack en mode permanent. Oui, parce que là, finalement, si on compare le gain, il est très important, même par rapport au gaz. Hein. On est à peu près à 6 points d'écart. C'est ça, 6 points. Oui. Donc c'est très intéressant. 6 points, c'est énorme en CEP vis-à-vis et l'avantage de l'Hydrapack 2 mode permanent. C'est ça. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en neuf, c'est le réchauffeur de boucle électrique qui pénalise trop le mode de fonctionnement plage horaire. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en neuf, on va garder uniquement le mode de fonctionnement permanent. Alors, là, on a fait une simulation, c'était uniquement sur la zone H1B, la zone la plus froide. Mais ici, sur ce tableau, vous avez les résultats pour différents. On retrouve bien la zone H1B, la plus froide, on retrouve notre 16,4. Ce qu'on voit aussi, c'est une zone intermédiaire, le H1A à 15,5. Et vous avez également la zone H3 qui correspond au 12,8. Donc en fait, on va avoir une amplitude entre 13 et 16,5 points. Ce qui est vraiment très faible pour du CEP-ECS. Hein, CEP-ECS, et il faut quand même voir que le bouclage, il est de 140 mètres linéaires. Hein. Voilà, donc on n'a pas pris un bouclage ridicule, on est vraiment sur des longueurs à peu près réelles. Voilà, hein. On a vraiment pris un cas réel. Hein, un cas réel de bâtiment, ouais, exactement. Donc pour ma part, je vais enchaîner avec les packs à faible effort delta T pour de l'ECS réalisé entièrement avec de la PAC. Et pour cela, on a pris un bâtiment de 53 logements. Donc vous voyez la typologie qui est affichée entre du T1 et du T4. C'est un 4 étages. Et là, la longueur de boucle, elle est plus de 140 mètres, elle est de 250 mètres linéaires, hein, donc c'est encore plus important, effectivement. En prenant 100 watts du logement, on est à un niveau de perte de boucle de plus de 5 kW. Donc ici, nous retrouvons nos deux solutions, l'Hydrapack 2 mode permanent et l'HydraGreen. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'au niveau dimensionnement, l'Hydrapack 2 permanent nous demande de mettre en place des packs, donc à peu près 3 x 16, et 5500 litres de stockage pour gérer d'une part le bouclage et la production d'eau chaude. Alors qu'avec l'HydraGreen, avec ce nombre de logements, de 53 logements exactement, une seule HydraGreen de 30 kW suffit, et seulement 1500 litres contre 5005 avec l'Hydrapack 2 mode permanent. Donc là, on voit effectivement qu'on arrive aux limites du système Hydrapack 2 mode permanent, et ça se confirme vis-à-vis du prix aussi, hein, puisque là, on est tout de même moins cher avec une HydraGreen qu'avec de l'Hydrapack. Donc on voit que l'Hydrapack 2 mode permanent n'est pas totalement approprié à un nombre de logements trop conséquent. Hein. Et ça, on va le confirmer sur la slide suivante en regardant les performances RT. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit ici? Eh bien, c'est que l'Hydrapack 2 mode permanent a un niveau de CEP-ECS de l'ordre de 25, alors que l'HydraGreen a un niveau de CEP-ECS de l'ordre de 21. Donc il y a pratiquement 4 points d'écart. Hein. Donc ça va très favorablement vers l'HydraGreen, hein, la solution vis-à-vis d'un nombre de logements important. Pour vous donner un point de référence, vous voyez, en 100% gaz, on est de l'ordre de 30 points de CEP. Donc on n'est plus dans le cas où effectivement, avec le mode plage horaire, on était encore de là avec le réchauffeur de boucle électrique. Là, on voit que le mode permanent nous permet quand même d'être meilleur qu'une solution gaz en mettant de l'Hydrapack 2 en place, mais ce n'est pas favorable vis-à-vis de l'HydraGreen, hein, puisque la solution est plus coûteuse et nous pénalise davantage en CEP. Donc tout est en faveur de l'HydraGreen ici, c'est la solution à retenir pour un nombre de logements assez conséquent comme on le voit ici.
Dans les autres zones climatiques, qu'est-ce que ça donne? Eh ben là, on a les zones extrêmes, le H1B, le H3. Vous voyez, on oscille de 21 à 17,8. Hein, et ceci face à 250 mètres linéaires de bouclage. Hein. Donc ça, bien sûr, ça vient contribuer à augmenter le CEP-ECS. Hein. Plus on augmente le bouclage, plus on augmente le CEP-ECS. Donc ce qui fait que dans ces ordres de CEP-ECS, on est vraiment très performant. Et la conclusion, Vincent, vis-à-vis de ces deux solutions? En fait, ce qu'on peut en déduire, c'est concernant nos solutions 100% PAC à faible et fort delta T. Hein. Alors, on l'a vu déjà dans un premier temps, c'est qu'en neuf, on ne peut pas retenir le mode plage horaire, et ça, c'est à cause du réchauffage de boucle électrique qui est trop pénalisant d'un point de vue CEP. Ce qu'il faut donc, dans ce cas-là, c'est privilégier des solutions en PAC qui vont gérer le bouclage. Alors, c'est le cas hein, pour la solution HydraPAC 2 mode permanent. C'est aussi le cas pour la solution HydraGreen. Alors là, Hervé, juste précédemment, vous a montré un exemple sur 53 logements. Oui. Nous, par une multitude de tirs RT, en fait, on constate que la frontière pertinente en fait, entre les deux solutions se trouve aux alentours de 40 logements. Alors, vous avez aussi étudié les solutions ECS avec PAC et à point gaz. Est-ce que vous pouvez nous présenter les résultats obtenus? Oui, donc là, on part un peu sur ce qu'on appelle de l'hybride, hein, finalement. Mais avant de vous parler des solutions, je voulais vous parler d'une information récente au niveau de la RE 2020. C'est qu'on va voir apparaître d'ici l'été 2021 un seuil maxi d'émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser pour la consommation d'énergie. Donc, concernant les maisons individuelles, ce qui nous concerne un peu moins, le seuil de gaz d'émission à effet de serre énergie sera limité à seulement 4 kg équivalent CO2 par mètre carré par an. Ça veut dire quoi, ceci? C'est qu'avec ce niveau aussi bas, il n'y aura pas de place aux solutions qui seront 100% gaz. Ce sera impossible de mettre une chaudière murale dans une maison individuelle ou une chaudière au sol. Gaz seul. En logement collectif, le niveau est bien plus élevé. Il est de 14 kg équivalent CO2 par mètre carré par an. Donc, ce qui veut dire que, d'après nos premiers tirs, les solutions gaz, 100% gaz, seront possibles et envisageables en collectif. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que d'ici 2024, si l'échéance est maintenue, hein, parce qu'on se rappelle un peu de la RT 2012 avec le 57,5 dans les logements collectifs qu'on devait arrêter 1 ou 2 ans après et qui perdure encore à ce jour, eh bien, le niveau d'EGES énergie sera limité à 6 kg. Ce qui veut dire que c'est un petit peu comme la maison individuelle. Les solutions 100% gaz ne seront pas possibles, mais par contre, ça laissera sûrement place, après on verra à quel pourcentage, mais aux solutions hybrides, thermo plus gaz par exemple. Et justement, c'est ce qu'on va développer dans la suite de cette présentation. Alors, on va vous présenter justement deux solutions avec nos packs à faible et à fort delta T. On va commencer par les packs à faible delta T avec un appoint gaz. Il s'agit ici de l'Hydramax Gaz 2 qui fonctionne en plage horaire, c'est-à-dire qui fonctionne la partie thermo pendant la nuit, pendant qu'il y a des périodes de non-soutirage. Voilà. Donc le ballon thermo est situé avec l'entrée d'eau froide et est monté en série avec le ballon d'appoint gaz. Donc, ce ballon thermo va fonctionner seulement pendant la nuit, et étant donné qu'il a un volume inférieur aux besoins ECS journaliers, donc on va démarrer la nuit avec un ballon entièrement froid, ce qui va nous donner un avantage certain, c'est qu'on va commencer avec de l'eau froide à 10 et avec des niveaux de COP de l'ordre de 6 pour réchauffer ce ballon petit à petit pendant la nuit et arriver en fin de nuit avec une température souhaitée de 55 degrés à peu près et un niveau de COP de 2,3. Donc ce qui veut dire qu'on aura un extrêmement bon COP avec ce principe-là
de préchauffage thermo et d'appoint gaz, qu'on dimensionne souvent d'ailleurs toujours à 100%, l'appoint gaz derrière. A contrario, on a aussi pour les packs à fort delta T, et en l'occurrence ici notre solution c'est l'HydraGreen gaz. Donc je le rappelle, la particularité d'une PAC HydraGreen au CO2, c'est de pouvoir réchauffer l'eau froide de 10 à 60 degrés à la consigne ECS en une seule passe. Donc là, c'est vraiment similaire au fonctionnement d'une chaudière. Donc dans ce cas-là, on va placer les ballons différemment, on va les placer en parallèle. Et on va dimensionner bien sûr l'HydraGreen en fonction du pourcentage de NR que souhaite le client. Et donc ce qui veut dire que l'eau froide va se diviser en deux, passer d'une part dans la PAC, dans le ballon PAC CO2 et d'autre part dans le ballon gaz pour produire l'eau chaude nécessaire au prorata que l'on souhaite selon le pourcentage de NR que le client nous a demandé. Donc c'est là un fonctionnement bien différent et c'est ce qu'on va voir en détail désormais au niveau performance. Alors, comme précédemment, est-ce que vous avez des résultats RT pour positionner ces deux solutions dans notre offre? Alors oui, bien sûr. Ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on va étudier les packs à faible delta T. Donc pour ça, on va partir sur un bâtiment 45 logements. Alors les caractéristiques de ce bâtiment, avant tout, les logements vont être en fait échelonnés du T1 jusqu'au T4. Ils vont être répartis du rez-de-chaussée jusqu'à un 3e étage. Au niveau du bouclage, on va avoir une longueur de boucle de 260 mètres linéaires. Et les pertes de bouclage sont d'environ 75 watts par logement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que par rapport à ce bâtiment, on va comparer en fait une solution en 100% gaz par rapport à une solution Hydramax Gaz 2. Donc, Hydramax Gaz 2, hein, c'est une PAC avec un appoint gaz. Alors, dans le premier cas, on va venir dimensionner l'installation gaz pour qu'elle puisse satisfaire 100% des besoins ECS. Et quand on va passer sur Hydramax Gaz 2, donc on va venir ajouter une part ENR, hein, ça va être Hydramax 2, ce qu'on voit ici, on en a deux en cascade, avec un ballon dédié, ECS. Et donc, cette partie pompe à chaleur va venir couvrir la part des besoins ECS souhaités. Et en complément de ça, on va garder l'appoint, mais qu'on avait déjà précédemment, donc un appoint capable, en cas de défaillance éventuelle de la PAC, de fournir 100% du besoin. Donc pour résumer, hein, d'un côté, on a l'installation gaz qui couvre 100% des besoins ECS, et d'autre part, on a toujours nos 100% qui peuvent être fournis par l'appoint gaz, et on vient en plus donc ajouter la solution PAC à hauteur de 50% des besoins ECS. Maintenant, quand on regarde comment ça se traduit en termes de préconisation machine, alors quand on est sur le 100% gaz, on est sur une Varmax 120 avec un Coreflow 1000, et pour l'autre solution, donc on retrouve notre Varmax 120 et le Coreflow 1000, et à ça on vient ajouter deux packs 11B25 plus un stockage d'ECS de 2000 litres pour le préchauffage. Donc de l'ordre des packs de l'ordre de 10 kW chacune à peu près. C'est ça, c'est ça. Alors ici donc vous avez les résultats, hein, toujours en zone H1B. Alors ce qu'on peut constater, c'est au niveau des CEP-ECS, quand on est en 100% gaz, on est à 31,6. Quand par contre on est en solution Hydramax Gaz 2, on est à 24,9. Donc ça correspond quand même à presque 7 points d'écart. Hein. C'est énorme. Hein. Ouais. Et donc en fait, c'est bien cet exemple qui montre tout l'intérêt de passer sur de l'hybride. Ça permet de faire des gains vraiment conséquents au niveau du CEP-ECS par rapport à des solutions 100% gaz. Et tout en restant dans un pourcentage de thermo tout à fait raisonnable. Hein. Exactement. Ici, parce qu'on est à 50%. Voilà, hein. c'est ça. Dans ce cas-là, on est à 50%. On pourrait, en fonction du besoin du client, enfin du cahier des charges, on pourrait faire évoluer ce pourcentage. Hein. Bien sûr. Alors, vers le haut, vers le bas d'ailleurs. Oui, effectivement. Hein. C'est vraiment souple comme solution.
Donc, on a vu les résultats en zone H1B, donc la zone la plus froide. Hein. Au niveau H1A, donc une zone intermédiaire, on est à 23,7 et en zone H3, on est à 19,7. Donc, ça nous donne quand même une amplitude entre 20 et 25 points. Mais dans tous les cas, et en fonction des zones considérées, hein, ça reste des CEP, ECS très performants. Et là encore, hein, j'attire ton attention, Hervé, sur le bouclage. On est parti sur un bouclage réaliste, hein, 260 mètres linéaires. Oui, effectivement. Donc, ça contribue à augmenter un petit peu ce CEP-ECS si on avait seulement 150 mètres, par exemple. Exactement. Alors, Hervé, est-ce que tu peux nous présenter les résultats RT pour les packs à fort delta T avec un point gaz? Oui, donc pour cela, on est parti sur un exemple de bâtiment qui a doublé pratiquement au niveau de nombre de logements, puisque là, on est à 117, qui a plus que doublé d'ailleurs, réparti avec DT2 jusqu'au T5. Donc, c'est un R+6 ici, hein, pour placer ces 117 logements. Donc là, attention, j'attire votre attention sur une chose, c'est que la longueur de boucle est de 1400 mètres linéaires. Hein. Donc, vous voyez, comme preuve que là, on est vraiment sur du réel, des bâtiments réels, et avec des tracés et des mesures de longueur de bouclage réelles, mais très importantes. Hein. Ce qui veut dire que si on prend comme ratio du 75 watts par logement à peu près, on se retrouve avec une perte de boucle non négligeable hein, de 9 kW. Ouais, c'est 9 kW, effectivement. Et donc, on a pris ceci en compte dans les résultats qu'on va voir ensuite. Donc ici, on va toujours comparer comme précédemment, comme l'a fait Vincent, le 100% gaz au 100% gaz plus une part de NR, hein, qui ici avec l'hydragreen qui est de 50%. Hein. Donc on va retrouver pour du dimensionnement 100% gaz une VAR max 120 kW et un ballon échangeur interne de 1500 litres. Donc on retrouvera la même chose évidemment avec notre solution hybride et sur laquelle on viendra rajouter pour réaliser 50% en thermo des besoins ECS, une hydragreen de 30 kW et un ballon d'environ 1800 litres ou deux ballons de 900 litres, comme on le voit ici à l'écran. Qu'est-ce que ça donne au niveau résultat RT maintenant? Eh bien, on voit qu'avec notre solution 100% gaz, on est aux alentours de 31 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, au niveau du CEP-ECS. Et avec 50% de thermo, on passe à un niveau de CEP qui chute à 26,7. Donc là, il y a plus de 4 points de CEP-ECS aussi. Hein. Donc un gain relativement important, une amélioration significative du CEP qui favorise évidemment la solution hybride avec l'hydragreen gaz. Alors, je souhaitais attirer votre attention aussi sur un point RT. On a le choix ici, comme on le voit sur ce schéma, avec le retour bouclage, de revenir et partager le retour de bouclage à hauteur de 50%, puisque là, on est sur de la thermo à 50%, et répartir ce bouclage à 50% dans le ballon gaz ou 50% dans le ballon thermo, ou les ballons thermo ici. Hein. Ce qui veut dire qu'au niveau CEP-CS, on arrive ici à un niveau de CEP de 26,7, ce qu'on a vu précédemment, c'est ce qu'on a vu tenu compte dans notre étude RT. Mais vous avez aussi la possibilité de revenir à 100% avec le bouclage seulement dans le ballon gaz. Dans ce cas-là, évidemment, au niveau RT, vous serez un petit peu plus pénalisé. Vous voyez qu'il y a à peu près 2 points d'écart, puisqu'en fait, le bouclage ne sera plus valorisé, son réchauffage, avec le COP de la PAC, puisqu'ici, on est face à du gaz. Hein. Donc, il y a deux choses qu'il faut distinguer et qu'on souhaite vous préciser. C'est que lorsque vous faites du neuf, de la RT, vous aurez une meilleure performance CEP-ECS en ramenant le bouclage au prorata du pourcentage
effectivement de thermo que vous souhaitez faire d'ENR de production dans les 2 ballons gaz et thermo, on gagne à peu près 2 points. Mais par contre, au niveau de la performance réelle, on va dire dès que ça touche la réno, parce qu'on place aussi ce genre de solution en rénovation, eh bien il vaudra mieux privilégier tout de même le 100% du bouclage dans le ballon gaz pour éviter de perturber la stratification des ballons thermaux, puisqu'on sait que c'est sensible, la stratification, à la performance de la PAC. Hein, ce qui n'est pas forcément totalement traduit en RT, mais ce qu'on retrouve en réel. Voilà ce qu'on souhaitait vous préciser. Alors maintenant, j'en reviens à notre simulation en H1B où on avait trouvé 26,7 points de CEP-ECS. Si on se situe sur les autres zones climatiques, et la plus favorable, c'est-à-dire la zone H3, on est dans des CEP-ECS de l'ordre de 22,7. Mais tout ça, je le rappelle, c'est des niveaux un tout petit peu plus importants qu'on a vus précédemment de CEP-ECS, puisque là, on fait face non plus aux 260 mètres linéaires que tu nous précisais, Vincent, mais là, on est à 1400 mètres linéaires de tuyauterie. Oui, les fameux 9 kW de perte. Les 9 kW de perte. Donc ça vient s'ajouter et augmenter le CEP-ECS, bien évidemment. Voilà, donc avec cette solution, à 50% thermo, on devient et on est très performant au niveau CEP-ECS. C'est très avantageux. Donc maintenant, tu vas peut-être conclure, Vincent, vis-à-vis des deux présentations, oui. 2 solutions en tout cas qu'on vient de faire avec l'appoint gaz. Alors oui, effectivement, là, on vient de présenter une simulation pour chaque, une simulation pour Hydramax 2 et une pour HydraGreen gaz. Bon, on en a fait une multitude d'autres. Oui. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on a une frontière aux alentours d'une centaine de logements. Quand on est en dessous d'une centaine de logements, il vaut mieux préconiser de l'Hydramax gaz. Quand on est au-dessus d'une centaine de logements, on va plutôt proposer de l'HydraGreen gaz. Effectivement. Voilà, donc c'était la fin de cette présentation. Et oui. Voilà, j'espère que effectivement, on vous a passé beaucoup d'informations et j'espère que vous avez pu apprécier ce dernier webinaire ECS. Alors, merci beaucoup Vincent et Hervé, c'était très intéressant comme d'habitude. Pour conclure, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les replays et les supports de formation en PDF sur notre site internet, Atlantique Solutions Chaufferie, sur la page dédiée au jeudi de l'ECS. Donc, nous mettrons le replay du webinaire de ce matin en ligne d'ici la fin de semaine. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez également les envoyer à l'adresse qui s'affiche sur l'écran, atlantiquesolutionschaufferie@groupe-atlantique.com. Et on y répondra également dans un document qu'on mettra en ligne sur notre site. Voilà, donc ça c'est les replays qui sont d'ores et déjà sur le site, et puis on rajoutera celui de ce matin d'ici la fin de semaine. Voilà, donc un grand merci à tous pour votre participation. Ouais, vous avez été nombreux à vous être connectés ce matin encore, vous étiez pratiquement plus de 300. Donc on vous remercie énormément. On peut peut-être passer en mode caméra, effectivement. Voilà, il suffit d'avoir quelques instants. Ah, ça y est, on nous voit l'écran, c'est bon? Ok. Donc on souhaite vous remercier pour avoir été nombreux à participer à ces webinaires, à ces 4 webinaires ECS que l'on a effectués entre le mois d'octobre et le mois de janvier. C'est ça. D'ailleurs, au vu du succès de ces webinaires, on pense en refaire cette année sur d'autres thématiques. Donc, à ce sujet, nous vous enverrons bientôt un questionnaire par emailing pour que vous puissiez nous faire part de vos attentes, de vos souhaits sur les sujets que vous souhaiteriez voir abordés lors de futurs webinaires. Donc, merci par avance de vos retours parce que c'est toujours très enrichissant pour nous et puis c'est mieux si on répond vraiment aux attentes de nos clients. Voilà, on a vu que ça fonctionnait très bien, ce principe-là. Oui, tout à fait. Et effectivement, on se pose la question de le faire perdurer, de réitérer la chose. Exactement. Avec d'autres thèmes, pourquoi pas.
Donc, avant de vous quitter, je vais laisser Aurélie vous présenter en fait l'équipe de l'ombre, parce que là, on est 3 face à la caméra, mais il y a d'autres personnes qui travaillent pour nous, hein, sans qui rien n'aurait été possible. Exactement. Donc, je passe la main à Aurélie. Donc, on voulait remercier très chaleureusement Baptiste Hermenier, qui est chef de groupe marketing en ECS Collective. Donc, c'est la personne qui répondait à toutes vos questions, et je crois qu'elles ont été particulièrement nombreuses ce matin. Donc, un grand merci et un grand bravo, Baptiste. En live. Je confirme, il y a plus de... Merci, bonjour à tous. Il y a plus de 60 questions auxquelles j'ai tenté de répondre, mais j'ai pas réussi à suivre le flot de tout le monde. Merci. Donc, on y reprendra dans un second temps, hein. Et puis, je voulais aussi remercier mon équipe communication, Cindy et Lucie, sans qui rien n'aurait été possible. Donc, bravo les filles et merci beaucoup pour votre aide et votre efficacité. Voilà. Eh bien, il est temps de vous laisser. Voilà, donc en attendant de vous retrouver, on vous souhaite une bonne fin de semaine et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, exactement. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.